Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 6 février 2023 et on commence directement le show avec Edge et Beth Phoenix qui font leur entrée. On a Edge qui nous dit que ça fait plaisir d'être de retour. Il va encore une fois nous raconter que c'est lui qui a créé Judgment Day, que si Judgment Day existe aujourd'hui, c'est de sa faute et que son but de base c'était juste de prendre des catcheurs populaires, qui méritaient plus d'attention et qui méritaient plus d'opportunités et les faire pousser et les faire exploser dans son groupe. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui quand Finn Balor a rejoint Judgment Day pour attaquer Edge. Donc il nous explique ça, puis on a Judgment Day qui vont débarquer. On a Finn Balor qui va dire que Edge ferait mieux de prendre sa retraite, parce que Edge arrive toujours comme d'habitude, c'est le classique, il fait son retour, mais il va se faire battre par Judgment Day dans la foulée. Donc là, on a Dominic Mysterio qui va prendre la parole, il va encore une fois parler de la trahison, il va dire que Edge ferait mieux de partir parce qu'il veut pas savoir ce que Dominic a vécu en prison, puis Damian Priest va botcher sa promo totalement, mais ça va, en vrai il s'est bien rattrapé. C'était un petit peu ridicule de botcher sa promo comme ça, mais ça va, il s'est bien rattrapé. Je crois qu'il voulait dire que il allait faire son entrée dans l'Elimination Chamber, mais à la place, il allait dire je vais faire mon entrée dans le Money in the Bank. Enfin bref, il s'est botché totalement. Puis on aura du coup Beth Phoenix qui va pas plus tarder que ça. Elle va challenger directement Finn Balor et Rhea Ripley dans un match à Elimination Chamber où on aurait du coup Edge et Beth Phoenix en équipe face à Finn Balor et Rhea Ripley, donc un Mixed Tag Team match. Donc là, Finn Balor va accepter en pensant du coup que Rhea Ripley l'accepte. Finalement, Rhea Ripley, elle a fait montrer sur les réseaux sociaux que elle était totalement partante pour ce match-là, donc c'est officiel. Ensuite, on aura Judgment Day du coup qui vont encercler Edge et Beth Phoenix. En vrai, Edge va s'occuper directement de Judgment Day, mais on aura quand même les Street Profits qui vont débarquer pour aider Edge. Du coup, ça nous mène directement à l'avant-dernier match de qualification pour l'Elimination Chamber match pour le titre des États-Unis entre Damian Priest et Angelo Dawkins. Au départ, le match n'était pas incroyable. Finalement, à la fin, le match était ouf. Il était vraiment très bien. C'était un vrai bon match entre Damian Priest et Angelo Dawkins. Ils méritent tous les deux. Je voyais bien Damian Priest rentrer dans l'Elimination Chamber. Finalement, ça s'est fait comme ça. Damian Priest a remporté le match avec un choc slam, il me semble. Donc, en vrai, Angelo Dawkins, il a pas démérité. Mais c'est vrai que ça aurait été bizarre de le voir dans l'Elimination Chamber match. On verra ce qui s'en suivra avec le dernier match de qualification pour ce match-là. Mais du coup, victoire de Damian Priest. Et par rapport au Mixed Tag Team Match, en vrai, je suis pas fan des Mixed Tag Team Match et des Mixed Men, je suis un ouf. Je suis pas fan des Mixed Tag Team Match. Je trouve pas ça incroyablement divertissant, mais fallait que ça se fasse. Fallait qu'on ait replay Finn Balor contre Edge et Beth Phoenix. En vrai, c'est un peu un dream match que j'aurais pas pensé vouloir à l'époque, puisque Balor et Rhea Ripley n'avaient aucun lien auparavant. Mais finalement, là, on est dans le Judgment Day, donc pourquoi pas avoir ce match-là. J'aurais peut-être préféré avoir un Dominic aux côtés de Rhea Ripley face à Edge et Beth Phoenix pour Elimination Chamber, parce que pour moi, dans ma vision, on aurait Edge contre Finn Balor dans l'NSL match à WrestleMania. Et en y repensant maintenant, ce match-là pourrait très bien être un match carrière contre je sais pas quoi, mais ça pourrait mettre fin à la carrière de Edge, ça pourrait juste être ouf. J'aimerais bien qu'il rajoute cette stipulation-là si on nous annonce ça à WrestleMania. Peut-être pas qu'il arrêterait sa carrière directement à WrestleMania, parce que peut-être que Finn Balor ne remportera pas le match, mais au moins qu'on ait ce doute et qu'on se dise ah, c'est peut-être la fin pour Edge. On sait très bien qu'il veut arrêter sa carrière prochainement. Il avait fait part de son envie d'arrêter sa carrière à Toronto à SummerSlam l'année prochaine, enfin peut-être pas à SummerSlam, mais en été cette année, en été 2023. Donc pourquoi pas en vrai, je trouve que ça pourrait être intéressant et c'est un truc à exploiter dans tous les cas. Ensuite, on aura un match en 1 contre 1 entre Baron Corbin et Dexter Lumis. C'est un petit peu comme la revanche de la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, c'est l'acolyte, on va dire, de Johnny Gargano et pas Johnny Gargano. Et c'est là qu'on se rend compte que le but de base de la WWE, c'était de faire une équipe entre Dexter Lumis et Johnny Gargano, puisqu'ils étaient censés concourir dans le tournoi match à l'époque, 2-3 semaines avant le Rumble. Finalement, ça s'est pas fait parce que Johnny Gargano était blessé. Peut-être que ça a continué par la suite, une équipe entre les deux. C'est pas ce que je préfère en vrai. J'aime beaucoup Johnny Gargano et je préfère qu'il soit en solo. Et plus trop le personnage rigolo qui reste avec Dexter Lumis, avec Austin Theory, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le match a commencé entre Baron Corbin et Dexter Lumis. C'était pas un match incroyable. Victoire de Dexter Lumis. Dexter Lumis, je crois qu'il a 0 défaite depuis son arrivée. Depuis son retour du coup à la WWE et son arrivée du coup dans le main roster. Il va battre Baron Corbin qui a 4 défaites maintenant depuis le début de l'année. 4 défaites en 1 contre 1 je crois. Donc c'est vraiment pas ouf pour lui. Et par la suite on aura JBL qui va se plaindre de Baron Corbin et qui va dire que en gros Baron Corbin ne mérite pas d'être à côté de JBL. Donc ça a l'air d'être la fin entre les deux. Et c'est le bon choix parce que
Dès qu'ils étaient arrivés à deux, ça se voyait que ça allait pas fonctionner. Je l'avais dit dans une review que c'était pas ouf de faire renouveler une gimmick à Baron Corbin alors qu'il renouvelle sa gimmick une fois tous les ans, on va dire. Et on sait qu'il y a une gimmick en particulier que ça a fonctionné avec Baron Corbin, celle du Lone Wolf. Et pourquoi il retourne pas sur cette gimmick qui a fonctionné plutôt que de se renouveler et de faire un truc qu'on sait très bien que on va pas apprécier puisque ça reste un petit peu le même personnage de Happy Corbin, quoi, juste qu'il est accompagné de JBL. Enfin bref, j'ai pas trop compris la décision de la WWE à ce moment-là, mais je pense qu'ils ont vite compris que c'était pas un truc intéressant et que ça fonctionnait pas trop, donc ils vont vite changer ça. Je sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite, mais on verra bien. Je suis pas vraiment hypé par Baron Corbin en vrai, donc voilà. Ensuite, on aura Brock Lesnar qui va faire son entrée. Il va nous parler du Royal Rumble, il va dire que tout le monde a regardé le Royal Rumble, que c'était nul. Il s'est fait éliminer rapidement par Bobby Who, comme sa blague qu'il avait fait il y a maintenant un peu plus d'un an. Enfin bref. Donc il va dire que depuis le Royal Rumble, à chaque moment de sa vie, il pensait à Bobby Lashley. Quand il dormait avec sa femme, il pensait à Bobby Lashley. Quand il faisait je sais plus quoi, il pensait à Bobby Lashley. Tout ce qu'il pensait dans sa tête, c'était ce qu'il allait faire subir à Bobby Lashley. Et que finalement, il a une idée, puisque dans sa veste à 5 dollars, il a un contrat qui est caché, un contrat qui vaut des millions. Et dans ce contrat-là, on a un match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar pour Elimination Chamber. Donc il invite directement Bobby Lashley à venir signer ce contrat et de venir les porter, quoi, en gros. Donc Bobby Lashley débarque, il n'a pas peur. Et je trouve que Bobby Lashley, à ce moment-là, il a montré de la personnalité. Il a montré de la personnalité que je retrouve pas souvent chez Bobby Lashley. Je suis pas un grand fan de Bobby Lashley, je trouve pas que ce soit le meilleur catcheur in ring du monde, mais bon, ça, on le sait tous. Mais hormis ça, je trouve que c'est une superstar importante à la WWE actuellement, mais je trouve pas qu'il ait vraiment la prestance, la prestance qu'il faut avoir, surtout quand t'es Bobby Lashley. Je trouve pas qu'il a un truc qui dégage en plus. C'est ce que disait Kevin Nash, je crois, récemment en interview, et je pense qu'il a tout à fait raison. Bobby Lashley, là, il manque son truc en plus. Là, dans ce segment-là, je trouve qu'il avait un petit truc en plus que j'ai bien aimé. Il en a montré et il a fait face à Brock Lesnar. Il va même toucher le nez de Brock Lesnar à un moment donné. Enfin bref. Donc à ce moment-là, Bobby Lashley dit qu'il va prendre le contrat, qu'il va regarder avec son agent, qu'il va regarder avec son manager, qu'il va étudier ce contrat-là. Donc là, il part. On a Brock Lesnar qui va le prendre, il va lui mettre un F5, il va lui donner le contrat. Bon, le public va pousser pour que Brock Lesnar refasse un F5. Du coup, il va refaire un F5 sur Bobby Lashley. Donc logiquement, on aura bien ce match-là à Elimination Chamber. Mais par contre, si on a ce match-là à Elimination Chamber, quel match on aura à WrestleMania? Parce que c'est la question que je me pose. Pour moi, c'était déjà parti pour avoir un Bobby Lashley contre Lesnar à WrestleMania. Mais si on a le match à Elimination Chamber, j'aurais du mal à avoir un rematch en vrai. C'est possible en vrai d'avoir un rematch comme ça à WrestleMania. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec Lesnar à WrestleMania? Il y a plein de matchs sur la carte de WrestleMania que j'imagine et que je me pose des questions sur quelques catcheurs s'ils seront présents ou pas. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste avant le match de qualification Fatal 4-Way pour la dernière, je crois que c'était la dernière, du coup, le dernier spot dans l'Elimination Chamber match féminin entre Carmella, Michin Miyahim, Piper Niven et Candice LeRae, et bien on a du coup Johnny Gargano et Candice LeRae qui sont en backstage avec Dexter Lumis qui a fait un dessin pour Candice LeRae où on voit Nikki Cross qui est dessinée sur le dessin. Donc là elle se dit mais pourquoi t'as dessiné Nikki Cross? Et là elle se retourne et on voit encore une fois Nikki Cross qui est en train d'espionner Candice LeRae. Donc c'est intriguant en vrai, c'est intriguant, je trouve ça fun d'avoir une petite rivalité qui se construit comme ça dans les backstage avec Candice LeRae et Nikki Cross. Ça pourrait être intéressant. Je veux pas les voir en équipe, hein. Moi j'ai juste envie d'avoir un match entre les deux. Peut-être un match en pay-per-view, pourquoi pas. Je sais que la WWE, enfin le main roster, on n'est pas très apte à avoir des matchs en 1 contre 1 sans enjeu en pay-per-view pour les filles. Donc là pourquoi pas, en vrai si c'est un truc qu'on peut construire sur le long terme, pourquoi pas. Mais du coup voilà. Le match, du coup, le Fatal 4-Way entre Carmella, Mia Yim, Piper Niven et Candice LeRae est remporté par Carmella, forcément, puisqu'elle fait son retour. Je crois même qu'elle a repris son ancienne gimmick, ça fait plaisir. Bon, elle a pas sa musique qui est de retour, mais on s'en fout un petit peu. Victoire de Carmella qui, du coup, prend le dernier spot dans l'Elimination Chamber match féminin. Je pense pas qu'elle ira jusqu'à WrestleMania, mais au moins, ça lui fait un match de pay-per-view pour son retour. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, Carmella. Je crois que ça faisait plus d'un an qu'elle s'était absentée. Du coup, ça fait plaisir de retrouver Carmella. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a eu le petit moment catch, on va dire, de l'épisode de Raw où on a eu un tag team match entre Alpha Academy, du coup, Otis et Chad Gable face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin, accompagné de MVP. On voit souvent MVP parler avec Cedric Alexander
et Shelton Benjamin dans le fond, en backstage, quand on a des petits segments. Donc intéressant de les voir de retour ensemble. Et ils vont remporter ce match-là, donc c'est le bon choix qui a été fait, je trouve. C'est une équipe qui a du potentiel, ils ont déjà été champions par équipe d'Euro ensemble, il me semble, à l'époque du Thunderdome. Donc pourquoi pas, et ça me fait plaisir de les voir remporter ce match-là. Surtout que je suis pas un grand fan de Alpha Academy, j'aime beaucoup le travail que fournit Chad Gable, mais je suis pas un grand fan de Otis. Otis, je l'apprécie encore beaucoup quand il était avec Tucker dans Heavy Machinery, mais depuis Otis, j'ai abandonné, je suis pas un grand fan de lui, même s'il est très drôle. Je suis pas fan. Enfin bref, du coup, victoire de Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Ensuite, on a eu un match pour Chelsea Green suite à sa demande, du coup, où elle avait fait une demande à Adam Pearce d'un match pour un spot dans l'Elimination Chamber match. Finalement, Adam Pearce, il a refusé ce match-là, puisqu'il a dit que Chelsea Green, elle s'était fait éliminer du Rumble en 5 secondes, donc elle ne méritait pas sa place dans l'Elimination Chamber match. Mais finalement, elle a eu un autre match, puisqu'elle a dit que sa famille était dans le public, il paraît, et qu'elle avait envie de montrer. Donc elle a eu son match face à Asuka. Donc là, on s'en doute un petit peu du résultat du match, vu l'overness de Asuka en ce moment. Donc Chelsea Green contre Asuka, je vous ai déjà fait part de mon admiration pour Chelsea Green. Je trouve qu'elle fournit un excellent travail depuis son retour à la WWE. Et même bien avant, Chelsea Green, je trouve qu'elle est talentueuse et qu'elle mérite. Et ça me fait plaisir de la voir à la WWE et de voir ce qu'elle est en train de faire. C'est excellent et je trouve ça incroyable. Enfin bref, victoire de Asuka qui va remporter le match assez facilement. Elle va remporter le match par soumission avec son armbar. Du coup, victoire de Asuka. Et pendant le match, du coup, on avait toutes les challengeuses pour l'Elimination Chamber match qui étaient aux abords du ring. Donc là, on a Bianca Belair, la championne d'Euro, qui va venir, qui va faire son arrivée juste après le match, qui va dire que l'année dernière, elle était dans le même spot que eux, elle était dans la même situation, elle cherchait une opportunité pour WrestleMania, donc elle avait remporté l'Elimination Chamber match. Donc elle souhaite toute sa chance aux participantes. Mais là, on voit clairement que c'est visé pour Asuka. On voit clairement que c'est Asuka qui va remporter l'Elimination Chamber match. Puisque c'est la seule qui est debout dans le ring. Et c'est vraiment le face-à-face Asuka-Bianca Belair qu'on voit dans ce segment-là. Du coup, ouais, j'aurais peut-être pas fait ça moi si j'étais à la WWE. J'aurais peut-être pas fait ce segment-là. Parce que j'ai l'impression que c'est direct tout tracé. Et tant mieux, hein, parce que moi personnellement, je veux que Asuka aille à WrestleMania affronter Bianca Belair. Elle le mérite amplement. Et je trouve que ce serait un dream match, même si elles se sont déjà affrontées. Je trouve que ça pourrait être un match incroyable, mais là c'est vraiment téléphoné, on va dire ça comme ça. Donc j'aurais peut-être pas fait ça moi. Ensuite on passe à ce qui est pour moi le meilleur segment de la soirée. On a Cody Rhodes qui fait son entrée, toujours acclamé par la foule. Mais on remarquera que pendant ce segment, Sami Zayn est tout autant acclamé que Cody Rhodes. Cody Rhodes va le remarquer et va dire que ce que chante la foule c'est un élément important. Puisque Sami Zayn est un élément important dans sa route vers WrestleMania. Puisqu'il ira affronter du coup Roman Reigns à Elimination Chamber pour les titres et que c'est fort probable qu'on ait un Sami Zayn contre Cody Rhodes à WrestleMania plutôt qu'un Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Donc ça reste important. Il souhaite toute la chance à Sami Zayn. Il a beaucoup de respect pour Sami Zayn. Et du coup, il va finir par dire que le meilleur gagne. Ensuite, Paul Heyman va débarquer. Paul Heyman va rentrer dans le ring et commencer par féliciter Cody Rhodes pour sa victoire au Royal Rumble. On connaît l'histoire entre Paul Heyman et la famille de Cody Rhodes. Et c'est là que ça va devenir très très intéressant puisqu'on a Cody qui va, on va dire, sortir Paul Heyman de son personnage en lui donnant beaucoup d'émotions. Cody Rhodes va commencer par dire qu'il respecte énormément Paul Heyman, que déjà son père de Steve Rhodes avait un petit surnom pour Paul Heyman, mais comme il a beaucoup de respect pour lui, il va l'appeler Monsieur Heyman. Donc là, ça commence déjà super bien. On voit que Paul Heyman est touché par ce que Cody Rhodes lui raconte, mais ça va devenir encore plus touchant pour Paul Heyman quand Cody Rhodes va raconter une petite histoire par rapport à Dusty Rhodes et Paul Heyman. Il va raconter que dans les années 2000, enfin en 2000, on aura Dusty Rhodes qui sera en manque d'argent, qui sera obligé à ce moment-là de vendre des publicités pour se faire de l'argent, jusqu'au moment où il va recevoir un coup de fil de Paul Heyman, qui à ce moment-là est dirigeant de l'ECW, qui va demander du coup à Dusty Rhodes de venir faire un tour à l'ECW, et en échange, il le payera correctement. Et c'est ce qui a aidé du coup Dusty Rhodes, c'est ce qui a aidé la famille de Cody Rhodes à s'en sortir et à sortir de la tête de l'eau, à mettre de la confiance en Dusty Rhodes. Et qu'à ce moment-là, du coup, on a Paul Heyman qui a montré le bon chemin à Dusty Rhodes. Et pareil qu'avec Cody Rhodes, quand Cody Rhodes était ailleurs que la WWE et qui s'aimait le trouble, et que maintenant il est revenu, Paul Heyman lui a montré le chemin en le ramenant à la WWE, donc il le remercie encore une fois pour ça. Et là, on voit réellement que Paul Heyman est très très ému, et personnellement, c'est pas l'histoire qui est racontée, c'est pas dans la kayfabe, il pleure pas juste pour son personnage. On voit réellement que
Paul Heyman est impacté par ce que lui raconte Cody Rhodes, puisque c'est des faits réels. Et on sait très bien que Paul Heyman et Dusty Rhodes étaient très très proches. Donc c'est juste ouf déjà comme segment pour l'instant. Donc là, Paul Heyman va se ressaisir un petit peu, va re-rentrer dans son personnage en disant que c'est super ce qu'a fait Cody. Il est passé par plein de moments. Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble et il a fait plein d'autres choses en revenant à la WWE. Mais que le plus dur, c'est pas de remporter le Royal Rumble. Le plus dur, c'est de gagner à WrestleMania. Et c'est d'autant plus dur quand tu affrontes un champion comme Roman Reigns qui est invaincu depuis maintenant plus de 800 jours et même invaincu depuis presque 3 ans. Ensuite, Paul Heyman se pose la question si Cody Rhodes va prendre ça comme un rêve ou un cauchemar de passer juste à ça des titres mondiaux à WrestleMania en perdant face à Roman Reigns. Et à ce moment-là, c'est au tour de Paul Heyman de raconter une petite histoire à Cody Rhodes, une histoire qu'on connaît tous très bien si vous êtes fan de catch comme moi. On a Orlando ce soir à Raw et Paul Heyman va rappeler à tout le monde que quelques rues plus loin, on a le Performance Center, l'endroit où des superstars ont été créés, l'endroit où des stars ont été créés, et surtout par une personne, par Dusty Rhodes. Dusty Rhodes a créé des stars comme Seth Rollins, Dusty Rhodes a créé des stars comme Becky Lynch, Dusty Rhodes a créé des stars comme Bayley, Dusty Rhodes a créé des stars comme Kevin Owens, et surtout Dusty Rhodes a créé des stars comme Roman Reigns. Et il y a une personne qui n'a pas été entraînée et préparée par Dusty Rhodes, et cette personne, c'est Cody Rhodes. Et là, on voit que ça touche réellement Cody Rhodes. On sait que Cody Rhodes avait une petite haine, on va dire, face à NXT et face à toutes ces personnes qui ont été entraînées par son père, même au moment où il était encore à la WWE. Il avait toujours eu un petit peu cette haine de se dire que Finn Balor allait réussir à la WWE entraîné par Dusty Rhodes, alors que lui, à côté, son père n'a pas voulu l'entraîner. Et la raison pour laquelle son père n'a pas voulu l'entraîner, bah, c'est tout simplement parce que Dusty Rhodes voulait que Cody Rhodes se fasse son nom par lui-même. Et finalement, c'était la bonne chose à faire, puisque Cody Rhodes a réussi à faire son nom par lui-même. Même s'il a eu du mal à trouver la solution, il a quitté la WWE, il a semé le trouble ailleurs, il a créé la Elite Wrestling avec Tony Khan, il a mené une guerre contre on va dire la fédération de son père NXT, et il a réussi. Et en revenant, bah là, il s'est fait son nom par lui-même, il s'est fait son nom, maintenant il est dans le main event de WrestleMania, mais ça touche réellement Cody Rhodes, donc là Paul Heyman retourne un petit peu la situation envers Cody Rhodes. Personnellement, c'est une histoire que je trouve très très touchante, qui me touche particulièrement. Je trouve que la finalité de cette histoire est très très belle et c'est admirant en vrai. Parce que quand on se met à la place de Cody Rhodes, on ressent un petit peu la haine qu'il a pu percevoir envers NXT. De voir son père qui passe tellement de temps avec les jeunes de NXT pour les aider à devenir les superstars de la prochaine génération, alors que Dusty Rhodes n'a même pas pu faire ça avec son propre fils. C'est assez touchant, surtout quand c'était une période où Cody Rhodes était encore à la WWE, il voyait les superstars comme Finn Balor, comme Becky Lynch, comme Seth Rollins, comme Kevin Owens, comme Sami Zayn, comme peu importe, se créer NXT et être les superstars de demain qui limite fonctionnaient, puisqu'on voyait que Seth Rollins fonctionnait lui aussi dans le main roster, qui devenait la future star, qui devenait champion du monde, qui cachine sa mallette à WrestleMania. C'est une histoire belle, mais à côté de ça, on avait Cody Rhodes qui se faisait malmener, on va dire, par l'équipe de Booker de la WWE. Il était en Stardust, il n'avait pas d'avenir devant lui, il n'arrivait même pas à toucher un titre, il n'avait même pas touché le main event, même pas un petit bout du main event. Et à ce moment-là, je comprends la frustration de Cody Rhodes de se dire, bah mon père a réussi à les créer, il m'a pas créé, et la WWE veut rien faire de moi, donc je suis obligé de partir. Et je trouve que c'est la finalité très belle de voir Cody Rhodes finir son rêve en remportant Royal Rumble, en allant dans le main event de WrestleMania. Et c'est pour ça que l'histoire me touche personnellement. Je trouve ça ouf, et en plus j'ai tellement d'admiration pour NXT et pour ce que Dusty Rhodes a fait pour NXT. Donc je trouve ça incroyable. Ensuite, Paul Heyman va poursuivre en nous racontant une autre histoire. Il va nous dire que la dernière conversation qu'il a eue avec Dusty Rhodes, du coup, eh ben, Dusty Rhodes lui avait confié que Cody Rhodes était son fils préféré, mais que Roman Reigns était toujours le fils qu'il aurait voulu avoir. Donc là, retournement de situation encore une fois, Cody Rhodes perd un petit peu son sang-froid, il va se mettre dans le coin avec Paul Heyman, et il va dire que Paul Heyman prend cette histoire personnellement, donc ça sera à Roman Reigns de payer les prix à WrestleMania, parce qu'à WrestleMania, quand il prendra les 2 titres de Roman Reigns, il va les prendre personnellement, et on se termine là-dessus, sur une belle promo entre Paul Heyman et Cody Rhodes, c'était juste ouf. J'ai hâte de voir la suite. Et si on a du poulet comme ça jusqu'à WrestleMania, ça va juste être incroyable. J'ai hâte de voir la confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns, parce que depuis le retour de Cody Rhodes à la WWE, on n'a plus du tout de confrontation entre les deux. On les a plus vus dans le même ring tous les deux. Donc ça va juste être incroyable. Et j'ai hâte de voir ce match-là dans le main event de WrestleMania, parce que pour moi, ça pourrait limite être l'un des meilleurs main events de tous les temps.
et j'ai hâte de voir ça. Enfin bref, on termine le show, enfin on termine pas tout de suite le show, mais on continue le show avec le dernier match de qualification pour l'Elimination Chamber match masculin entre Elias et Montesford. Sans surprise, victoire de Montesford qui remporte ce match-là et qui du coup prend le dernier spot dans l'Elimination Chamber match. Ce sera sa première opportunité en solo à Montesford. Après le match, du coup, on a Centauri qui est là en ringside, qui va se faire attaquer par Seth Rollins. Donc voilà, comme ça on continue un petit peu la rivalité. Et du coup, on termine avec le dernier match, Steel Cage match, le match qu'on n'avait pas pu avoir lors des 30 ans de Raw, entre Bayley et Becky Lynch. Pendant le match, on aura Io Sky et Dakota Kai qui vont tenter de tricher pour faire remporter Bayley. Mais à ce moment-là, on a Lita qui débarque. On savait que Lita était en backstage, il y avait 2-3 échos juste avant que le show commence. Donc Lita débarque, elle va attaquer Dakota Kai et Io Sky. En vrai, c'est bien, c'est un petit moment pour les deux, ça va faire plaisir. Elle va attaquer un petit peu Bayley et Becky Lynch va remporter le match avec son main handle slam. Donc victoire de Becky Lynch. Et on termine le show là-dessus. Je pense pas qu'il y aura de finalité par rapport à Lita, je pense juste que ça devait se faire l'année dernière, l'année dernière, il y a quelques semaines pendant le Raw des 30 ans, et qui finalement s'était pas fait, du coup on l'a eu ce soir à Raw. Je pense pas que Lita aura un autre match comme on a pu avoir l'année dernière avec Becky Lynch à Elimination Chamber, mais pourquoi pas, si Trish Stratus fait son retour elle aussi, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Je préfère revoir des légendes féminines que de revoir des légendes masculines qui en général font pas des matchs incroyables, alors qu'on se rappelle de Charlotte Flair contre Trish Stratus à SummerSlam et Becky Lynch contre Lita qui était plutôt pas mal. En vrai, ça me déplairait pas tant que ça. Pour WrestleMania en plus, pourquoi pas. Mais enfin bref, du coup, le Raw se termine là-dessus. Je trouve que c'était un Raw qui était ok. Il était pas nul, il était pas méga bien, mais il était ok, il était bien, il était mieux que la semaine dernière déjà, je trouve. Donc bon petit Raw. Voilà, j'ai hâte de voir la suite encore une fois. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch à l'espoir. Bisous, bisous.